des sols. Et ces essais, donc on a eu des essais des CPT, des essais sissométriques, des essais carottés, donc des essais odométriques qu'on va exploiter par la suite. On a réussi à établir un schéma de principe pour la coupe du sol. Donc on a une couche de sable, une couche d'argile, une couche de sable de petite hauteur, de petite épaisseur, puis un calcaire altéré et un calcaire en bonne santé au fond. Et le remblai qui est représenté en gris. Donc on va souvent parler de coupe ouest et est, comme vous le voyez sur le schéma. La différence entre la coupe ouest et la coupe est, c'est surtout la hauteur donc, de la couche d'argile. Et on voit sur ces coupes aussi la position de deux nappes, dont on parlera dans l'analyse environnementale. Donc le contexte géologique, on a réussi à reprendre quelques valeurs. Donc c'est des valeurs qu'on a retrouvées dans le rapport géotechnique, mais aussi dans quelques essais. Donc là, si je m'intéresse à la résistance en pointe, par exemple, sur un essai CPT, on représente les différentes couches et on a moyenné un peu les valeurs de la résistance QC pour retrouver 3 mégapascales par exemple pour la première couche, 0,4 pour l'argile et 5 pour la couche de sable qui est en dessous. Pour le contexte environnemental, on voit l'existence de deux nappes qui nous intéressent. Donc une nappe oligocène qui est proche à la surface et une autre captive qui est à moins 5 mètres NGF. Et donc on a plusieurs problèmes. Donc il y a de base le problème de la proximité du faisceau ferroviaire. Donc les dispositifs qu'on va utiliser doivent limiter les nuisances sonores du chantier et les vibrations. Ensuite, on a détecté une forte pollution des sols avec plusieurs paramètres qui sont dépassés, notamment les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les HAP, et les HCT, donc les hydrocarbures totaux. Et donc, les sols sont pollués, la nappe elle est aussi polluée, donc cela va impacter un peu nos raisonnements quand il sera temps de proposer des solutions. Donc, on évitera un transfert d'eau entre les deux nappes en mettant en place des filtres et on évitera aussi l'extraction des sols qui sont pollués. Donc, on privilégiera les solutions qui laissent en place le sol. Au niveau des fondations, quand il sera question de proposer des fondations profondes. Donc, les objectifs qu'on se fixe, c'est d'avoir un tassement à moins de 5 cm pendant la phase d'exploitation, comme ce qui a été demandé dans l'énoncé. Et la phase d'exploitation, je rappelle, c'est 10 mois après le début des travaux. Et il faut garantir aussi la stabilité du remblai. Donc pour le calcul du tassement, on a analysé les essais odométriques pour revoir les valeurs qu'on prend en compte pour le calcul, vu qu'il y en avait plein dans les différents rapports et les essais. On calcule les contraintes dans la couche d'argile, donc on s'intéresse surtout sur la couche d'argile qui aura le plus d'impact au bout de 10 mois. On calcule le taux de consolidation avec les valeurs qu'on a et on calcule le tassement résiduel donc au bout de 10 mois, sachant que le chargement il est composé en deux. On a le remblai de lançage et son poids. Ensuite, on a les surcharges, les charges d'exploitation de 10 kPa qui s'appliquent au bout de 10 mois. Et on regarde si le tassement il est plus grand que 5 cm. Donc les valeurs de CS et de CC qu'on prend en compte, c'est des valeurs moyennées sur les différents essais. On a pris 0,03 pour CS et 0,46 pour CC. Et on prend en compte une surconsolidation de 25 mégapascales, donc en moyenne. C'est le sigma P', donc comparé à la contrainte sigma prime V0. Pour le calcul, là je présente juste les différents coefficients qu'on a pris en compte. Pour le calcul de consolidation, donc pour le coefficient CV, on a moyenné, donc il y a plusieurs tests, il y a la méthode de Taylor et la méthode de Casagrande. À chaque fois qu'on a les deux tests qui sont faits, on a moyenné les valeurs pour retrouver, donc ça par exemple c'est juste la méthode de Taylor, mais je le passe. Et donc ça c'est les essais odométriques qui nous permettent de trouver un CV en moyenne de 4,6 par 10-8 mètres carrés par seconde. Et donc le principe c'est celui-là, on regarde le tassement au bout de 10 mois, donc en bleu le tassement qui est dû à la charge répartie qui est appliquée dans le mois 10, et en rouge ce qui nous intéresse c'est le tassement résiduel au bout de 10 mois.
Un premier calcul sans fondation nous donne un delta H final qui est lié au poids du remblai de 31 cm, avec un taux de consolidation à 300 jours, donc 10 mois de 69%, ce qui nous fait environ 10 cm au bout de 10 mois. Et les 10 kPa, ils se traduisent en moins de 1 cm de tassement. Donc pour les valeurs, peut-être... non, il n'y a pas grand-chose. J'ai présenté les valeurs. Donc là, dans le calcul, il prend en compte le fait que ça soit surconsolidé ou normalement consolidé. Et donc au total, on trouve 10,4 cm, d'où la nécessité de proposer une solution de drainage dont on va s'attarder plus tard. Juste, on a essayé de chercher la hauteur du remblai à partir duquel le tassement il dépasse les 5 cm au bout de 10 mois, et on trouve une hauteur de remblai de 1,34 m, ce qui pourrait nous montrer qu'avant les 1,34 m de hauteur, donc 23 mètres en partant de l'est, on n'a pas besoin de drainage, parce que de toute façon, le delta H qui nous reste de tassement est plus petit que 5 cm. Donc les méthodes de renforcement du sol qu'on peut proposer sont nombreuses. On les a trouvées dans un document de Magnan, donc un préchargement avec des drains verticaux, et un remblai sur inclusion rigide qu'on va proposer, parce que c'est des solutions qui vont aussi répondre aux problématiques environnementales qu'on a regardées au début. Donc si on propose des drains, ça serait des drains préfabriqués verticaux de longueur 7 mètres, qui puissent donc couvrir la couche d'argile. Un premier calcul nous donne des drains de 0,03 m, donc 3 cm, espacés donc un maillage carré de 6 mètres. Pour la valeur de CR, on prend... c'est une valeur incertaine, parce que les valeurs sont assez variables. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de prendre des valeurs extrêmes qui nous permettent de voir que dans 10 mois, si on prend le CR le plus petit qu'on constate à travers les différents essais, on réussit quand même à atteindre un taux de consolidation de 100% au bout de 10 mois. Donc avec ce maillage et la valeur la plus défavorable de CR, de consolidation radiale, de l'indice de consolidation radiale, pardon, on réussit à atteindre le taux de consolidation qu'on veut. Donc ça, c'était concernant le tassement. Sarah va plus expliquer la stabilité, au glissement et au poinçonnement. Oui. Pour la vérification de la stabilité, on doit vérifier deux critères, le critère de glissement et de poinçonnement. Tout d'abord, oui, slide suivant. On a effectué le modèle sur Talrand pour déterminer le facteur de sécurité vis-à-vis du glissement. Comme on a deux profils, on a fait le profil ouest sans la surcharge, et on a eu un facteur de sécurité de 2,12 qui est supérieur à 1,5. Et si on passe dans la slide suivante, on aura aussi avec surcharge un facteur de 2. Et dans le profil Est aussi, on aura aussi un facteur de sécurité de 2,1. Et si on passe et donc, on peut voir que le critère de glissement est vérifié, puisque le facteur de sécurité dans les 4 cas est supérieur à 1,5, mais il reste à vérifier le facteur de poinçonnement. Pour le poinçonnement, on va assimiler que le remblai étudier le remblai comme une fondation profonde, ou superficielle plutôt, et on a déterminé la diffusion des contraintes vis-à-vis du poids du remblai. On a pris une diffusion de 1H1V, on a eu une contrainte de 128 kPa, en considérant aussi qu'on a comparé avec la capacité portante du sol qui est de 151,2. On aura alors un facteur de sécurité de 1,18. Alors on doit renforcer le sol. Et ça, c'est dans le cas à court terme, dans un calcul non drainé. Et alors que pour un calcul drainé, à long terme, le facteur de sécurité sera vérifié. On va calculer maintenant les inclusions rigides qu'on a adoptées.
Et les inclusions rigides ont été mises en place pour plusieurs facteurs. De un, pour limiter les excavations des terres, parce qu'on a un critère très important vis-à-vis de la pollution du sol, et aussi parce qu'elle elle peut limiter aussi les tassements, de plus qu'on doit prendre en compte les bruits et les vibrations qu'elle peut diminuer, et en plus, la mise en place des inclusions rigides est rapide. Or, pour les inclusions rigides, on a choisi par travailler par des rayons de 0,2 m. Et d'après les recommandations des ASRI, on a pris des longueurs de 8 mètres. Et on a choisi d'utiliser un maillage carré de 1,8 m. Et les inclusions seront des inclusions forées avec refoulement. Et on prend un matelas intercalaire de répartition de 0,5 m. Pour étudier la contrainte verticale, on a considéré deux améliorations. La première, on va appliquer la méthode à partir de la position d'un plan supérieur qui aura un tassement égal au sein du remblai. Et deuxièmement, on va agrandir le rayon d'inclusion de 0,2 m. Donc, ça va être un rayon de 0,4 au lieu de 0,2. Pour la première amélioration, on va avoir une contrainte entre les inclusions qui sera égale à 80,57 kPa. Et tout calcul fait d'après les recommandations de l'ASRI. Et lorsqu'on augmente le rayon, on aura une contrainte de 45,9 kPa qui sera diminuée. Maintenant, pour calculer la hauteur critique du frottement négatif, on a deux approches. La première approche est que sigma prime V, qui est la contrainte verticale moyenne entre les inclusions, doit être supérieure ou égale à la contrainte initiale gamma prime Z, et ceci d'après les ASIRI. Et aussi, on a une autre approche qui dit que sigma prime VZRP, qui est la contrainte verticale effective en contact de l'inclusion à l'état final, doit être supérieure à la contrainte initiale gamma prime Z. Et pour vérifier tout ça, on a réalisé les calculs. Et d'après les calculs, on peut trouver que dans les deux cas, la hauteur critique est supérieure à la hauteur de la couche compressible. Elle est à peu près à 6,8 mètres. Parce que c'est là où les contraintes deviennent négatives. Dans les deux cas, si on prend sigma prime V, ZRP moins gamma prime Z, et ici sigma étoile V moins sigma prime Z. On va vérifier maintenant les tassements du sol entre les inclusions. Comme la hauteur critique de frottement est supérieure à la hauteur de la couche compressible, le tassement sera donné par la formule suivante. Et on aura un tassement de 10,7 cm. On peut diminuer ce tassement en utilisant des nappes géosynthétiques. Maintenant, pour vérifier les efforts repris par les PUE, les ASIRI définissent deux frottements. Le frottement négatif transmis à l'inclusion et le frottement négatif sur le flux d'inclusion qu'on détermine pour déterminer l'effort repris par l'inclusion. On trouve un effort de 3,35 MPa. Et ceci pour déterminer le tassement du PUE, ou bien l'inclusion en fait. Et on trouve un tassement de... et ceci, on va le calculer en utilisant... on va déterminer les facteurs, par exemple Kp et Mq, en utilisant la loi de mobilisation de Franck et Zhao. On obtient un tassement de 1,9 cm, qu'on va supposer admissible. Maintenant, on va passer à l'étude de la fondation de l'ouvrage d'art provisoire. OK. Alors pour la fondation de l'OA provisoire, il fallait déterminer, faire le dimensionnement et les calculs des fondations des appuis T0 et T1 sur les charges suivantes qui sont présentées ici. Une charge verticale de 9000 kN, un moment de 7000 et une charge transversale horizontale de 1000. Alors, le slide suivant. Sinon, tu peux mettre le slide suivant, Elie, oui.
Alors, la caractéristique de nos pieux était, on a pris des pieux de diamètre à 0,8 mètres qui sont en béton. On a choisi, ils sont des pieux forêts simples, alors de classe 1 et de catégorie 1 selon le AFNOR. La longueur des pieux, on a commencé par, ils sont des pieux en pointe ancrés dans le calcaire. Alors, on a commencé par 2,5 mètres d'ancrage dans la couche de calcaire. On a commencé avec des longueurs de pieux de 8,5. Là, seulement, je présente rapidement les calculs faits. Il n'y a pas grand-chose, mais ce sont les résultats des calculs. Pour faire, tout d'abord, on a dû déterminer la résistance de chaque pieu, alors qui est constituée de la résistance au frottement et de la résistance en pointe. Alors, la résistance au frottement, on peut voir les formules et les calculs, et on a déterminé que chaque pieu, la résistance au frottement est de 1,27 à peu près de méganewton. Le slide suivant, s'il te plaît. Puis pour le calcul de la résistance en pointe, on a tout calcul fait, on a vu que la résistance est à peu près aussi de 1,09 méganewton. Tous les calculs ont été d'après les fiches techniques d'ingénieurs. Alors la résistance totale de chaque par pieu était de à peu près 2,36 méganewton par pieu. S'il te plaît, OK. Pour l'effort vertical à peu près de 9000 kN. Alors on ne savait pas, il nous fallait à peu près 4 pieux, mais on ne savait pas beaucoup la disposition des pieux, si ça devrait être une solution ponctuelle ou étalée sur toute la longueur du remblai, comme vous avez dit dans la présentation qui est passée. Alors on a dû choisir une solution de 2x2 qui sont de 4 pieux, mais il faudra rectifier celle-là pour étaler plus notre solution. Bien sûr, les entraxes entre les pieux doivent être 3 fois le diamètre pour qu'on évite un effet de groupe. On va essayer ceci. Le slide suivant, s'il te plaît. OK. Les pieux, on a supposé qu'ils sont articulés puisqu'ils sont encastrés dans la couche de calcaire. Ils sont articulés dans le chevêtre en tête, alors ils sont libres en tête. D'après le moment, on a pu calculer l'effort de compression, de traction qui est dû d'après le moment dans chaque pieu, qui est à peu près de 1,4 méganewton, et la charge horizontale sur chaque pieu. Oui, et il nous reste à faire le modèle dans la phase suivante. Il nous reste à faire le modèle et les vérifications et les calculs d'étalement avec ou sans effet des remblais que nous ferons dans un second temps. Du coup, c'est tout. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Hervé? Oui, donc je constate que vous avez assez bien identifié la dimension hydrogéologique et même vous avez évoqué l'aspect environnemental de la composition en pollution de ces nappes. Et puis ça s'arrête là. Donc je reste un peu frustré parce que et puis l'autre aspect, c'est votre diagnostic de drainage sur 7 mètres, de drain de 7 mètres, donc qui risque de mettre en contact deux nappes, comme vous avez pu l'identifier, avec des compositions chimiques différentes quand même, et un risque de pollution de la nappe inférieure, qui est quand même assez chargée en HAP, vers la nappe supérieure. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, c'est pas très prudent, un drain de 7 mètres. Bon, il faut que vous y réfléchissiez. Et d'autre part, vous avez fait l'impasse totale sur le traitement des eaux que vous allez nécessairement collecter, que ce soit d'un aquifère ou de l'autre. Donc vous n'avez pas parlé de dispositif de traitement de ces eaux avant rejet. Donc je vous demande d'y réfléchir, sachant que non seulement par les drains, vous allez récupérer des fines qui vont provenir des argiles et des vases. Vous allez ensuite récupérer des hydrocarbures plutôt légers, flottants. Et puis, vous voyez bien que dans les analyses, ça va de H10 à H40, 40 molécules de carbone, comme dans la formule, donc assez lourd. Et donc, il faudra aussi prévoir de récolter, d'isoler avant rejet de vos eaux
soit dans les réseaux de la ville, soit sur les eaux de surface. Donc, je trouve un peu dommage que vous ayez l'impasse sur cette problématique de collecte et traitement des eaux. Donc, il faudrait que vous développiez un peu plus cet aspect-là. Voilà. Oui. D'accord. Globalement, vous avez pas mal de choses. Même remarque que le groupe précédent. On commence d'abord par la stabilité avant de parler tassement. D'accord. Et puis, par contre, j'ai pas compris. Vous avez présenté quelque chose qui traite des drains. C'est très bien. Et puis après, il y a une solution inclusion. Je sais pas, c'est l'une ou l'autre finalement. Mais justement, ouais. Mais au final, mais c'est les inclusions rigides qu'on va prendre en compte parce que c'est celle qui résout aussi la question de poinçonnement. Et les drains, ils ne peuvent pas le résoudre. Si, mais on a quand même des grands tassements qui restent de l'ordre de 30 cm. Oui, mais ils accélèrent ces tassements, les drains, non? Ouais, ils accélèrent, mais... Ouais. Mais... Non, mais c'est juste que ça reste grand comme tassement, comme valeur. Alors que Je ne sais pas, j'ai l'impression... Ce que vous avez montré, c'est qu'au bout de 8 mois, on consolide tout. Donc ça veut dire qu'il ne reste pas de tassement. Ouais, pas après 10 mois, mais nous, la valeur de 30 cm, qui est le tassement total, on l'a jugée peut-être trop grande. Bon, je ne vois pas le raisonnement. Hein. Ouais. Donc ça mérite d'être approfondi, surtout que des inclusions 80 cm, ce n'est pas possible. Donc ça sera, les inclusions en général, ça sera 40, 50 cm. Hein. Donc voilà, je vous demande, je vous suggère d'aller jusqu'au bout du raisonnement, on va dire, d'une solution de renforcement sur drains verticaux avant d'explorer la solution inclusion. D'accord ? Ok, et les drains verticaux, ça pourrait résoudre le poinçonnement du fait que ça rend la couche drainée, c'est ça? En fait, si on met des drains, ouais. Il faudra en fait réaliser, comme ce que j'avais suggéré quand j'ai présenté le projet, c'est de réaliser le remblai en plusieurs étapes. Donc, par exemple, on peut réaliser, donc là, le message s'adresse à tout le monde. Donc, l'idée, ça serait de réaliser le remblai, par exemple, sur 2-3 mètres. Et avec les drains, on est capable d'accélérer le processus de consolidation et de bénéficier d'une consolidation très rapide au bout, par exemple, 2-3 mois sous l'effet de ces 2-3 mètres de remblai que j'aurais mis en place. Donc, ça veut dire que quand vous mettez en place de la charge et que vous laissez consolider, au bout de la consolidation, la résistance au cisaillement, la valeur de CU aura augmenté. Et donc, à ce moment-là, vous pouvez poursuivre le montage du remblai avec une résistance au cisaillement plus importante. Et donc, plutôt que mettre tout le remblai d'un coup et d'attendre, là, ça ne marchera pas. Les drains n'apporteront rien. Au fait, les drains pourront jouer un rôle si on réalise le remblai en 2 ou 3 étapes. Voilà. Donc, c'est ça ce qu'il faudra explorer, c'est-à-dire un montage phasé, sachant que dans tous les cas, le remblai, en général, on va le monter en plusieurs étapes. Donc, c'est ça, au fait, la solution de drain. D'accord ? D'accord. Parce qu'il y a la question qui va se poser après, évidemment, pour les drains, il y a la question on va dire, d'environnement. Pour les inclusions, il y a une autre empreinte, on va dire, environnementale, parce que ça fait quand même une sacrée quantité de béton à mettre en place. L'emprise du remblai est quand même importante pour un ouvrage qui est finalement provisoire. Il ne faut pas oublier ça. Ça veut dire que ces inclusions-là, quand vous allez les mettre en place, on va les perdre. Donc, faut être sûr de ne pas avoir le choix. D'accord ? C'est sûr que les inclusions, c'est la solution radicale, mais il faut être sûr qu'on n'a pas d'autre choix. D'accord ? D'accord. Très bien. Groupe suivant alors. Groupe suivant, c'est le mini-groupe numéro 1. Augustin, Romain, Maxime, Mehdi. Oui, je partage l'écran. Allô, vous m'entendez bien? Un peu de loin, mais ça va. Je sais pas, j'ai des fois des problèmes de micro. Comme ça, c'est Là, mieux peut-être. C'est parfait. Ok. Donc juste une petite remarque. Donc après les remarques que vous avez faites sur l'ordre, c'est vrai qu'on a peut-être étudié la stabilité aussi après
après le pas grave, placement. c'est voilà, l'objet de la présentation, mais séance. Hein. oui. Il n'y a pas de problème. Ok. Donc bonjour à tous, avec Romain, Madi et Maxime, on va vous présenter donc le travail qu'on a fait pour ce projet d'ouvrage d'art à Bordeaux. Donc juste un rapide rappel du sujet. Donc on veut construire un ouvrage d'art dont le but est, plutôt une plateforme de lançage pour ensuite qu'un ouvrage d'art soit mis en place dans le but de franchir des voies ferroviaires qui sont existantes. Donc le tablier va être préfabriqué puis glissé sur un remblai de lançage. Et on s'intéresse à la réalisation de l'ensemble nécessaire à cette mise en place, qui est donc un remblai de lançage et un ouvrage provisoire métallique. Et on va notamment s'intéresser aux interactions entre ce remblai et ce remblai de lançage et l'ouvrage provisoire. Donc les dimensions du projet pour avoir un ordre de grandeur sont donc de 100 mètres de long environ pour la plateforme de lançage, avec 30 mètres de largeur en crête et environ 7 mètres de hauteur au maximum, avec 19 mètres de long pour l'ouvrage provisoire. Donc notre présentation va se composer de 4 parties. Une première partie où on parle donc du contexte géologique et hydrogéologique du site, avec notamment les problématiques de pollution. Ensuite, on va vous présenter le profil donc géologique qu'on a retenu et les paramètres géotechniques qu'on a choisis avec les essais qui nous étaient donnés. Ensuite, on va étudier plus en profondeur le remblai de lançage, donc sa stabilité au poinçonnement, au tassement, donc le tassement de ce remblai, des sols sous ce remblai, et ensuite la stabilité au grand glissement. Et enfin, on va vous présenter ce qu'on a fait pour l'étude des fondations de l'ouvrage d'art métallique provisoire. Donc tout d'abord, on va vous présenter voilà, le contexte géologique et hydrogéologique du site. Donc on a donc, comme on peut le voir sur cette coupe, tout d'abord une couche superficielle de remblai, avec ensuite des alluvions, donc des alluvions qui sont de deux natures, de nature argileuse pour les alluvions argilo-vasardes et de nature sableuse pour la deuxième couche d'alluvions. Donc les alluvions, c'est des couches sédimentaires de galets, de graviers qui ont été roulés en provenance notamment des Pyrénées dans cette région, où le fleuve Garonne prend sa source, donc 600 km en amont. Et donc les alluvions argilo-vasardes, c'est une roche qui est très présente dans la région bordelaise et qui est assez problématique pour la construction, car elle est très compressible et très légèrement surconsolidée. Et elle possède ici une teneur en eau de 60%, donc on s'attend à un tassement quand même assez important. Donc il faudra bien prendre en compte ça. On a ensuite du calcaire du Stampien avec un banc compact et un banc altéré. Donc ça correspond à un étage de l'ère tertiaire, le Stampien, donc qui s'étale de la période de moins 33 millions d'années à moins 28 millions d'années, qui correspond donc à l'Oligocène inférieur. Et c'est une roche sédimentaire qui contient souvent des fossiles. Et donc ce calcaire de l'Oligocène témoigne d'un contexte marin passé. Donc la région Aquitaine est un bassin sédimentaire dû à l'érosion des Pyrénées. Ces sédiments sont dus à l'érosion des Pyrénées et du Massif central, mais aussi à la présence d'une mer il y a des millions d'années. Donc le calcaire est une roche très, très poreuse dans cette région, donc il a en général une porosité entre 25 et 50%. Et le banc altéré possède une porosité encore plus importante, et c'est un calcaire très, très friable dans les zones fracturées, donc ça peut être problématique pour les fondations. On voit ici sur cette coupe qu'il y a donc deux écoulements, deux aquifères, donc un superficiel au niveau des remblais et un plus en profondeur au sein des calcaires. Et donc ces deux, à cause de la zone industrielle proche, en fait, il y a des problématiques de pollution à prendre en compte pour ces deux aquifères. Donc on a à disposition des relevés piézométriques, donc pour ces deux aquifères, à la fois plus en surface et celui en profondeur. Et on voit que les problématiques de pollution sont quand même assez similaires, puisque les polluants sont essentiellement des hydrocarbures avec des traces de métaux, même si l'aquifère au sein des calcaires semble plus pollué. Et donc, on a par exemple pour ce dernier 23 000 microgrammes par litre d'hydrocarbures alors que la limite en eau brute est 2000. Donc, il va falloir porter attention donc à cette pollution dans les solutions de drainage qui vont être envisagées par la suite, et
vu qu'on a un différentiel de pression aussi entre les deux nappes, il va falloir faire attention d'éviter des processus de cross-contamination entre ces deux aquifères. Et donc on en parlera plus par la suite. Donc le risque est à la fois juste pour les acteurs sur le chantier, donc les employés SNCF, les employés de bureau, mais aussi les usagers des futurs aménagements. Donc c'est des risques d'inhalation et de contact cutané. Et donc on verra par la suite comment prendre en compte ces risques-là. Oui, excusez-moi, je devais mettre mon micro. Alors, je remets la lecture. Ensuite, on a effectué plusieurs coupes du terrain. Bon, ça vous a déjà été présenté par les autres groupes, mais du coup, on a une couche de remblai, une couche d'alluvion, argilo-vasarde, une couche d'alluvion sablo-graveleuse, des calcaires altérés et des calcaires compacts. Donc pour les paramètres retenus, on a beaucoup pris les résultats du rapport qui nous était donné. On a également utilisé les sondages. Donc on a en fait ça permettait aussi de visualiser, enfin d'avoir un aspect plus visuel sur les paramètres. Donc par exemple, on avait les sondages carottés qui permettait de vraiment visualiser la saturation en eau des argiles et aussi les résultats du pénétromètre statique. Donc pour avoir les propriétés des couches et une idée de comment dimensionner les pieux. Donc c'est-à-dire utiliser en fait la grande résistance au frottement des argiles et la résistance en pointe des calcaires pour faire en fait des pieux qui vont jusqu'au calcaire et ainsi avoir un maximum de résistance aux efforts verticaux. Cependant, on avait un peu de mal encore sur le calcaire parce que on n'arrive pas bien à lire les résultats. Par exemple, ici, on a un grand pic à la fin et on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Du coup, on a encore quelques incertitudes sur comment dimensionner nos fondations. Est-ce qu'on doit les faire flottantes ou plutôt reposant vraiment sur un substratum de calcaire? Alors, ça passe pas. Bizarre. Oui, voilà, c'est bon. Donc, on a utilisé aussi les essais odométriques et on a obtenu des valeurs de paramètres. Donc, on en a obtenu d'autres, hein, mais voilà, on a obtenu les valeurs de paramètres sur ces deux-là. Enfin, on vous donne l'exemple, du coup, en moyennant les résultats. Donc, sur la saturation en eau des argiles et sur le coefficient CV. Voilà. Ok, donc, après pour la question 3, on a commencé par étudier la capacité portante du terrain, donc la vérification du poinçonnement, et en conditions non drainées, bien sûr, parce que c'est l'état naturel du sol. Et on a fait un calcul pour les points qui apportent l'effort le plus grand, qui est en fait le point qui a une hauteur de remblai de 6,7 mètres. Et cet effort-là, c'est de 7,7 méganewtons par mètre. Donc, avec ces données, on a utilisé la méthode de la semelle fictive, comme on a vu en cours. Et en fait, on a aussi dû corriger les facteurs NC parce que l'auteur de la couche d'argile n'était pas comprise à l'intervalle qui est comprise entre B divisé par 2 et B, donc 56 mètres, 8 divisé par 2 est 56,8 mètres. Donc, c'est pour ça qu'il faut corriger le facteur NC.
Et donc, à la fin, on obtient une résistance de la couche d'argile de 10,6 méganewtons par mètre. Donc, ça vérifie la stabilité au poinçonnement en conditions non drainées. Et le facteur de sécurité est de 2,7. Donc, c'est vérifié. Passe, s'il vous plaît, la suivante. Donc, une fois vérifié le poinçonnement en conditions non drainées, on essayait de calculer les tassements pour voir s'il fallait mettre les drains ou pas. Et effectivement, la conclusion, c'est qu'il faut mettre des drains parce que la couche d'argile, au bout de 8 mois, ne sera pas, aura de plusieurs centimètres attachés en plus. Concrètement, dans les 2 points étudiés, c'est 0,09 mètres, donc 9 cm, et après, ce sont 15 cm dans les points où on va avoir le tassement le plus grand. Donc, ça nous oblige à accélérer le processus de consolidation. Donc, c'est nécessaire de mettre des drains. Donc, suivante. Ok, donc, comme ça, ça nous oblige aussi à calculer la résistance au poinçonnement en conditions non drainées. Et on obtient que c'est un peu plus qu'en conditions non drainées, donc de 14 méganewtons par mètre. Donc, ça vérifie aussi les critères de stabilité au poinçonnement et c'est bon. Donc, suivant. Et donc, il est nécessaire vu qu'on a choisi d'effectuer un drainage, de dimensionner un peu ce système, ce réseau de drains. Et donc, pour cela, on va calculer la nouvelle vitesse de consolidation qui va tenir compte de ce drainage. Et donc, on utilise un processus de consolidation mixte, donc on considère une consolidation radiale et verticale. Et la consolidation radiale va être calculée grâce à ces abacs. Et donc, on a essayé un peu de chercher avec différents... Donc, on a choisi d'utiliser des drains de 10 cm de diamètre. Et on a essayé de chercher différentes valeurs donc de la distance entre les drains pour essayer un peu d'optimiser cette vitesse donc de consolidation et le nombre de drains à utiliser. Et donc, on trouve finalement, si tu passes à la slide d'après, on trouve finalement, donc on choisit de calculer la zone avec des drains, donc comme on l'a dit, 10 cm de diamètre et espacés de 7 mètres chacun, ce qui nous donne donc un réseau de 16 drains par 8 drains environ. Et donc avec un tel système, on obtient pour les deux points considérés auparavant par Maxime, une vitesse de consolidation qui est d'environ 96%. Et donc le tassement restant serait alors au bout de 8 mois d'environ 1 cm donc pour le premier point et 1,1 cm pour le point où la charge est maximale. Donc les contraintes du projet seraient bien respectées puisqu'il faudrait avoir un tassement inférieur à 5, un tassement restant inférieur à 5 cm. Et donc il est nécessaire de parler maintenant aussi de ce qu'on va faire pour justement gérer l'aspect pollué des eaux qu'on va pomper. Donc tout d'abord, il faut s'assurer qu'on n'aura pas de processus, donc comme on l'a dit, de cross-contamination entre les deux aquifères. Et donc déjà, on va achemiser le forage au niveau de l'aquifère supérieur et sceller ensuite la section par de l'argile gonflante pour éviter les échanges lors du drainage et donc la cross-contamination, pardon. Et donc on va essayer, en faisant ça, on va aussi éviter de mettre en contact les drains avec les zones très poreuses qui sont au-dessus et en dessous de l'aquifère supérieur, ce qui pourrait aussi entraîner des processus de contamination. Et ensuite, à la sortie, donc de ces pompages, on va réaliser différentes étapes donc de
traitement des eaux avant de les rejeter dans le réseau pluvial. Donc, on peut le faire avec des prestataires locaux en choisissant donc des modules en conteneur avec différentes étapes, donc notamment une étape de décantation à cause des fines, donc pour éviter de saturer puisqu'on va utiliser un filtre aussi à charbon actif pour s'assurer d'absorber les hydrocarbures restants et les traces de métaux. Et donc, pour éviter de saturer ces filtres, on peut utiliser une première phase de décantation, puis une phase ensuite d'écrémage qui va permettre de séparer les hydrocarbures qui vont être flottants de la phase aqueuse et qui permettrait d'éviter de perdre trop d'eau souterraine. Et donc voilà ce qu'on va utiliser pour éviter de rejeter de l'eau trop polluée dans le réseau pluvial. Et ensuite, avec l'accord des autorités locales, on pourra rejeter cette eau traitée. Et on a choisi de faire un traitement sur site, étant donné quand même les quantités d'eau à traiter qui devraient être raisonnables. On s'est dit qu'on avait au début pensé faire peut-être un traitement chimique, mais on s'est dit que ça créerait peut-être plus de déchets que la quantité de polluants en place qui ne justifie pas peut-être d'employer des démarches trop lourdes. Et donc ensuite, on a étudié donc la stabilité au grand glissement, qui est un mécanisme qui est souvent dimensionnant pour les remblais, les ouvrages de ce type. Donc pour étudier la stabilité du remblai à ce mécanisme de grand glissement, on a utilisé le logiciel Talren. Donc il s'agit de renseigner la géométrie du remblai et les paramètres des sols retenus dans la maquette géotechnique avant de lancer des recherches de mécanismes de rupture pour le remblai. Donc on a utilisé la méthode de Bishop simplifiée, qui est une méthode de calcul en rupture circulaire. Et on obtient la valeur minimale du coefficient de sécurité associé au mécanisme de rupture le plus défavorable qui est ici représenté. Et donc ce coefficient de sécurité représente la compétition entre les efforts résistants et les efforts moteurs. Et sa valeur, on a trouvé une valeur ici de 1,44 qui est supérieure à 1, mais on se posait la question du coefficient de sécurité à employer. Et donc, dans l'hypothèse que ce coefficient de sécurité minimale est insuffisant, on pourrait envisager de renforcer le remblai par un système de pieux. Et pour concevoir les pieux, d'abord on calculait la force maximale. Alors en traction et en compression, selon la formule que vous pouvez regarder. Et on a après on fait de classification des sols selon QC et le type de sol. On trouve classe de sol selon table 1. Et après, on trouve nature de sol selon table 3. Et après, on peut gagner QS selon PL étoile. Et après, on conçoit la longueur, la profondeur de pieux selon la force d'interaction. Et on fait l'hypothèse que le diamètre de pieux c'est 80 cm. Et on a un facteur de sécurité d'environ 3 qui est bon. Après, on calculait pour la force en compression. On a aussi la facteur de sécurité de 3 qui est bon aussi. On trouvait aussi, pardon, j'ai oublié, QS selon figure 19 et QAP selon table 2. Et on a une safe margin pour la force verticale. Après, ensuite,
on vérifiait pour le tassement et pour le force horizontale. Et suivante, pardon. Et oui. Et on trouve un alpha selon table 8 et le proposition de OM sur PL. Et on fait l'hypothèse qu'on a un seul type avec OS équivalente qui est égale à la somme de OS fois l'épaisseur sur le somme de l'épaisseur. On gagne une OS équivalent. Et on fait et après, on fait l'hypothèse que l'épaisseur de notre tuyau est 10 cm. On trouve I et après, on trouve L0, la longueur de transition. D'après, on a la hauteur de D, notre profondeur, qui est supérieure de 3 L0. D'abord, notre tuyau, c'est souple et long. Alors, d'après, on a calculé le T0 et M0 pour chaque tuyau et on trouvait A3 et A4 par page suivante. Et on dessinait les valeurs de déplacement dans le formule et avant page précédente. Page précédente, pardon. Oui. Et on a Y max dans chaque couche. Et on peut calculer maintenant P max selon OS fois Y max. Et maintenant, on peut regarder que P max c'est inférieur de PL. Et ça veut dire que on n'aura pas la plastification dans le sol. Et Y max, c'est égal à Y max de méthode de élastique qui est là. Mais peut-être on peut diminuer le diamètre et ça pour gagner un projet plus efficace et économique. Juste, donc là, pour l'instant, on n'a pas encore pris en compte le frottement négatif. Donc ça, on va utiliser les résultats qu'on a là pour les mettre, les injecter dans... Enfin, pour utiliser comme base pour faire une modélisation sur Foxstar. Et là, du coup, peut-être qu'on redimensionnera un peu nos pieux en prenant en compte, du coup, ce frottement négatif. Ok. Vous avez fini? Oui. Oui, c'est bon. Oui, très bien. Hervé? Oui, bon, je constate que vous avez une très bonne modélisation de la géologie et de l'hydrogéologie, donc vous l'avez bien compris, les conditions du site, ça c'est très bien. Vous avez compris également le risque de cross-contamination entre les deux nappes, donc les précautions à prendre lors du drainage. Je pense que la solution que vous évoquez en traitement est assez bonne aussi. Hein, bon, il y a d'autres variantes possibles, mais elle permet d'être légère. Hein.
Hein, c'est-à-dire que vous allez chez des prestataires, essayez d'ailleurs d'avoir des références peut-être sur les prestataires locaux qui fournissent des kits de traitement des eaux. Compte tenu des faibles volumes que vous allez retirer, effectivement, on va pas utiliser des moyens très lourds. Hein, donc ça c'était assez bien vu, je trouve. Par contre, là, je vais dans l'interférence avec la géotechnique et l'expérience que j'ai dans ce métier. J'avais des doutes sur les pentes de votre remblai d'accès. Hein. J'ai vu un horizontal pour 2 verticales. Regardez bien quand même votre calcul de stabilité, mais M. Cura vous en dira plus. Et l'autre, bon, vous êtes quand même dans des alluvions argilo-vasardes et vous m'avez mis un maillage de 7 mètres sur 7 pour les drains. Je doute que le rayon d'influence des drains soit aussi grand que ça. Oui. Donc, j'avais des doutes sur le maillage, donc revoyez ça de près, hein, parce que dans de telles argiles, vous n'arriverez pas à drainer comme il faut, donc obtenir le tassement nécessaire. Voilà. Donc, je cède la parole à Fat qui reviendra sûrement là-dessus. Oui, donc effectivement, donc j'avais relevé ça aussi. Donc 7 mètres, c'est beaucoup. Hein. Donc un drain plat dans un terrain aussi peu perméable, c'est de l'ordre de grandeur. C'est 1-2 mètres. Hein, c'est ça de l'ordre de grandeur. Donc coup, ça, c'est oui. Pardon, pour parler de cette valeur, bah, en fait, c'est vrai que ça me semblait beaucoup, mais en fait, c'était par rapport au, du coup, bah, le processus de consolidation mixte, là, les formules dont on disposait avec les abacs. Bah, du coup, si je prenais des drains, par exemple, espacés de 2 mètres ou 1,5 m, ce qui semblait plus raisonnable, j'obtenais à chaque fois 100%, enfin, au bout des 8 mois, j'avais 100% de consolidation et du coup, tant mieux. Du coup, ça me semblait. Du coup, je me disais, bah, autant essayer d'optimiser en les éloignant plus, quoi. En fait, voilà l'idée. Je pense qu'effectivement, comme on a une couche de faible épaisseur, je pense que la consolidation verticale contribue beaucoup. Donc peut-être que d'un point de vue purement mathématique, vous n'avez pas besoin de compléter beaucoup pour avoir les 100% au bout de 8 mois. Donc ça veut dire peut-être avec 7 mètres d'anthrax entre les drains, il faudra voir les valeurs de CR que vous avez prises. Mais s'il n'y a pas d'erreur, ça veut dire que ça complète, peut-être que ça apporte 5 ou 10% de plus en termes de taux de consolidation additionnel par rapport à ce qu'on a déjà avec la consolidation verticale qui est relativement rapide. D'accord ? Mais après, la question, c'est pas nécessairement, et là c'est un message qui s'adresse à tout le monde, le but, c'est pas nécessairement de consolider au bout de 8 mois. Notamment si on est amené à monter le remblai et vous faites le même constat, vous dites qu'à la fin, il y a un problème de stabilité, il faudra peut-être mettre des pieux. Ben, en fait, la réponse, ce n'est pas forcément tout de suite les pieux. S'il y a un problème de stabilité, ça veut dire qu'on doit utiliser les drains pour accélérer le processus de consolidation et bénéficier d'une montée rapide de la résistance au cisaillement. Et donc, à ce moment-là, si on réalise, par exemple, le remblai en 2 parties, donc, et avec un drain, des drains qui sont rapprochés tous les 2 mètres, par exemple, on aura peut-être une consolidation totale au bout de 1-2 mois. Donc, la première étape de remblaiement, on aura tout de suite la consolidation au bout de 2 mois. La deuxième étape, on est sûr de l'avoir au bout de 2 mois, etc. Donc, c'est à ce moment-là que les drains apportent, en fait. D'accord ? Donc, ça, c'est à explorer. Donc, après, j'ai vu, il me semble avoir effectivement aperçu, déjà, il y a une pente de remblai, je pense que c'est 2 horizontales, 1 vertical, la pente de remblai, à ne pas confondre avec la pente qu'on utilise pour la diffusion des charges en profondeur. D'accord ? Qui, elle, est plus raide. Voilà. Et puis ensuite, vous avez le poids volumique du remblai. J'ai aperçu un 15, c'est pas 15, c'est 19 ou 20, d'accord ? Donc le poids volumique du remblai. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Les calculs Talleyrand que vous avez présentés, pareil, il faut être sûr que vous avez mis les 20 ou les 19 kilonewtons par mètre cube. Et le calcul doit être fait en CU, avec une résistance, une corrosion non drainée, quoi. D'accord ? Dans les argiles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, dans les calculs qui ont été présentés pour les pieux, donc vous avez évoqué une utilisation, vous prévoyez d'utiliser Foxta. Donc pour ceux qui ont la possibilité, c'est vraiment pas ça, c'est pas sur ça que je vais vous noter. Hein. Donc le fait d'utiliser un logiciel, c'est pas forcément, voilà, c'est simplement ça vous permet de conforter un peu on va dire vos estimations analytiques. En l'occurrence, si vous utilisez Foxta traite aussi le calcul de pieux sous charge transversale, en multicouche complet.
Donc, n'hésitez pas à ce moment-là à modéliser le pieu sous charge transversale avec l'effort en tête, avec le jet Z que je n'ai pas vu. D'accord? Il y a un jet Z qu'il faudra prendre en compte. Et regardez ce que vous obtenez en comparaison avec des calculs analytiques. Ça, c'est intéressant. OK? Et puis après, le maillage 3x3, donc là, comme ce que j'avais dit pour l'autre groupe, c'est qu'il faudra au fait que les pieux couvrent toute l'emprise du remblai idéalement. Donc moi, je ciblerais quelque chose qui ferait plutôt 2x4 ou 2x5. Et puis, sachant, j'ai vu dans des formules, effectivement, là, c'est la première fois que je vois que la capacité portante a été vérifiée tenant compte du moment. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres groupes, mais sauf si je n'ai pas été très attentif, mais il faut le prendre en compte, le moment de renversement, il faut le prendre en compte comme un effort de traction-compression sur les pieux. Par contre, dans la formule qui a été affichée, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, en l'occurrence, on divise le moment par 2 fois l'anthrax, mais il y a un nombre qui manque. Donc, il y a un N ou un M à mettre sous le moment. D'accord? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'est tout ce que j'avais après par rapport aux questions que vous posez sur le. Il me semble, c'est vous, hein, sur les inclusions flottantes, pas flottantes, c'est ça, ou les pieux flottants, pas flottants? Oui, c'est ça. En fait, on avait du mal à lire les caractéristiques du calcaire, notamment. Ouais, en fait, le problème, c'est que les essais que vous avez à disposition, ce sont les essais au pénétromètre statique. Le pénétromètre statique, on atteint le refus très vite. Donc, dès qu'on va atteindre des horizons par exemple, qui s'apparentent à du calcaire altéré, il n'y a pas besoin d'avoir le calcaire sain, on va avoir un refus. Donc, au fait, il ne vous renseigne pas sur grand-chose. Il vous dit simplement, voilà, à partir de quel moment je commence à avoir quelque chose de raide, mais ça ne constitue pas le calcaire sain. Cela dit, on n'est pas obligé de fonder le pieu dans le calcaire sain. On peut l'arrêter là où on veut, à condition, par exemple, si on l'arrête dans le calcaire altéré, on prendra les propriétés du calcaire altéré qui sont indiquées. Donc, on a des pressions limites, par exemple, qui sont suggérées dans l'énoncé, on peut les considérer pour évaluer la portance. D'accord? Donc, le plus important, c'est on s'arrête là où c'est optimal de s'arrêter. Donc, on ne cherche pas nécessairement à s'ancrer dans un substratum sain, voire parfois c'est compliqué de s'ancrer dans un substratum sain. Donc voilà, donc regardez ce qui permet de justifier la capacité portante avec les valeurs qui sont attribuées aux différentes couches. OK? D'accord. Et juste pour le grand glissement, du coup, le coefficient de sécurité à prendre en compte, ce serait quoi? Oui, donc c'est ça c'est aussi un message à tout le monde. En fait, pour les problèmes de fondation, rappelez-vous, on avait dit tout ce qui est capacité portante, on vise d'habitude 3 de sécurité. Donc ça va être valable pour la vérification au poinçonnement notamment, c'est de la capacité portante. D'accord? Donc ça sera 3. Par contre, pour les problèmes de grand glissement, faut imaginer que les problèmes, on va dire, d'origine qui ont beaucoup intéressé les gens qui travaillaient en mécanique des sols et en géotechnique, ce sont les problèmes de pente et de stabilité au grand glissement. Donc, on a un retour d'expérience qui est suffisamment riche sur ces problèmes-là et qui a permis donc de calibrer un niveau de sécurité de l'ordre de 1,3 à 1,5 pour ces problèmes bien précis. OK ? En l'occurrence, pour les phases de montage, on va dire, très rapides, pour une phase, par exemple, non drainée, qui ne va pas durer longtemps, on peut tolérer 1,3. Mais moi, ce que je vous suggère dans le cadre de ce projet, c'est de partir sur 1,5. D'accord ? 1,5 comme niveau de sécurité requis. Si vous obtenez 1,45, c'est bon. C'est l'ordre de grandeur, on va dire, il est là. Okay. Donc 1,5 comme niveau de sécurité requis. Mais en mettant les bonnes propriétés dans les argiles. Donc, il faut être sûr d'avoir mis CU dans la couche d'argile. D'accord? D'accord. Mais sachez que dans la vraie vie, on peut accepter 1,3. Et par contre, il faut imaginer que quand on va jusqu'à 1,3, on est très près de la capacité ou de la résistance au cisaillement. Donc, on va avoir beaucoup de déplacements. Donc, beaucoup de plasticité, beaucoup de déplacements. Donc, ça veut dire qu'il faudra vraisemblablement corriger beaucoup la hauteur du remblai. 1,5, ça limite un peu les déformations et donc ça permet d'avoir des déplacements qui sont plutôt globalement, qui comportent très peu de plasticité. Voilà. Très bien. Très bien. Donc là, on peut passer au groupe suivant. Alors, donc le groupe suivant, c'était qui? Donc, groupe 4.
Mini-groupe 4, Mélanie, Wang, Julie et Mathis. D'accord. Très Par bien. contre, Julie a pas Oui. participé au projet, je sais pas si elle vous avait prévenu, mais elle faisait Ah pas non, j'ai cette pas matière-là, noté. D'accord. Donc vous êtes 3, c'est ça, hein, on est finalement. 3 finalement. Ok. Et donc, sauf que j'ai raté peut-être le mail, mais donc elle vous a dit pourquoi elle participe pas? Je crois qu'elle a eu des problèmes de santé, du coup c'est une D'accord, des ok. matières qu'elle refera l'année prochaine. Très bien. Donc elle n'est pas dans un autre groupe. Donc, Ah non, non, elle fait vraiment ok. pas du tout. C'était juste pour savoir. Très bien, c'est noté. Maintenant, c'est noté. Donc on va vous présenter nos résultats sur la plateforme de lançage d'un ouvrage d'art en milieu ferroviaire. Donc pour remettre un peu dans le contexte, on étudie une plateforme de lançage allant Remblai et les fondations d'un ouvrage d'art métallique. Du coup, on a quelques contraintes de conception avec un délai, des tassements et des efforts à reprendre pour les pieux. Et on regarde la géologie, on étudie le Remblai et ses fameuses fondations. Donc on a commencé par la géologie et la topographie. Donc pour cela, il fallait définir les différentes épaisseurs des couches présentes dans le milieu. Donc pour cela, il fallait choisir les endroits où on a décidé de moyenner les couches. On s'est placé aux alentours de l'endroit où il y aurait l'ouvrage d'art. Du coup, on a moyenné sur les points T0 à environ T6. Et on obtient alors une stratigraphie, des épaisseurs de couches, les épaisseurs de couches suivantes, avec d'abord un remblai hétérogène, puis les alluvions argilo-vasardes, les alluvions sablo-graveleuses, le calcaire altéré et le calcaire compact. Et ensuite, il s'agissait de définir les paramètres dans les différentes couches. Donc, on avait tout d'abord des essais carottés qui nous ont permis d'avoir des paramètres liés à des essais triaxiaux faits en laboratoire. Donc pour cela, on a décidé de moyenner les différents résultats donnés et ça nous permet d'avoir les résultats en bas qui ont été utilisés pour la couche d'argile. On a également, grâce à l'essai sissométrique, permis d'évaluer SU dans cette couche et utiliser avec la formule de Cassan une estimation de PL star dans cette couche qui permettait de retrouver une des valeurs. Par contre, pour les autres essais, les valeurs de EM et les autres valeurs de PL star, on n'a pas les essais au pressiomètre. Du coup, on a repris les valeurs qui ont été données dans le rapport. Et on a pu également, en prenant l'essai CPT1 qui était le plus proche de l'ouvrage d'art, et donc là on a les couches semblables à celles qu'on a reprises. On a regardé un peu revu les valeurs de QC et de RF, et on a pris les valeurs ici calculées sur le graphique de l'essai CPT1. On a pu également calculer le module eudométrique dans les couches de remblai et de sable, ce qui nous servira pour le tassement, avec la formule EOD égale alpha QC. Voilà. Donc ensuite, pour l'hydrologie, on s'est intéressé au rapport qui était fourni sur la qualité des eaux et le niveau des nappes. Et donc voilà, donc celui-ci présente donc le suivi qui a été réalisé pour l'analyse grâce à des piézomètres qui ont donc été mis en place autour du site pollué, donc qui se trouve au niveau de la plateforme de lançage. Tu peux passer à la prochaine slide, s'il te plaît. Et donc on a essayé donc de retenir les conclusions du rapport, qui sont déjà en termes de pollution qu'il y a des dépassements, donc des limites fixées pour les taux de divers agents polluants pour les eaux potables et brutes, pour les deux nappes, celle qui est donc en surface et celle qui est au niveau des calcaires. Et donc la pollution est donc avérée entre les eaux qui se trouvent au niveau du remblai en face supérieure et qui ont été polluées donc par les sols à ce niveau-là, et donc la pollution a bien été transmise aux nappes des calcaires. Et à ce niveau-là, donc pour la pollution, il y a donc des risques de contamination pour les usagers, que ce soit les employés ou les futurs usagers des lieux. Et donc nous n'avons pas développé de méthode plus particulière afin de traiter cette pollution. Nous avons seulement essayé, de par
le dimensionnement des pieux qui va venir de limiter en fait les contacts entre les nappes. Et donc pour le niveau des nappes, qui était aussi un des sujets des relevés et du suivi par piézomètre, donc on voit qu'il y a des discontinuités hydrauliques en surface, donc il y a des zones de saturation, les zones de saturation d'eau dans les remblais ne sont pas continues, et donc nous avons choisi de positionner donc les deux nappes pour les calculs que nous avons pu faire dans les parties d'après. Nous avons choisi de mettre donc la première nappe donc juste au-dessus de la couche d'argile, voilà, et donc pas plus haut dans le remblai, parce que comme l'indiquait le rapport, et donc la nappe en dessous, la nappe des calcaires, nous avons choisi de la mettre juste en dessous de la couche d'argile, qu'elle recouvre également la petite couche beaucoup plus fine, beaucoup moins épaisse de sable. Donc, ensuite, on a regardé directement l'étude du remblai et l'étude de son tassement. Donc pour cela, avec la BAC d'Osterberg, on a pu déterminer les contraintes dans le sol générées par le remblai et par la charge permanente. Et ça nous a permis d'avoir les différentes charges présentées ici. Et une fois les charges définies, on a pu calculer le tassement dans le sable avec la formule utilisant le module odométrique, et dans l'argile avec la surconsolidation et l'utilisation de CS et de CC et la formule précédente. On a présenté ici, et on obtient alors un tassement final de plus de 30 cm, qui est très important à cause de la couche d'argile notamment, et qu'il va falloir chercher à limiter. Et on étudiera après la consolidation et une méthode pour l'accélérer avec des drains. Donc pour l'étude des pieux, ensuite, on s'est donc intéressé au dimensionnement des pieux pour reprendre l'effort axial V, donc de 9000 kN. Donc on a travaillé donc avec la norme usuelle qu'on avait vue dans les TD, donc voilà, de l'Eurocode 7. Donc les pieux, on les a choisis de catégorie 1, de classe 1, catégorie 4, parce qu'on s'était dit qu'à ce moment-là, ils seraient forés tubés, et donc il y aurait le tubage qui permettrait d'éviter que les deux nappes, qu'il y ait un contact entre les eaux des deux nappes, afin d'éviter éventuellement de continuer à propager la pollution des sols, et également parce qu'il n'y a pas de refoulement du sol à part cette méthode de forage.
ce qu'on pensait bien au vu du remblai qui se trouve à proximité. Et on a choisi de fixer donc, le diamètre à 1,3 m pour mettre un plus grand diamètre et par contre moins de pieux. Donc ici, c'est par groupement, on a choisi donc 2 x 3 pieux pour chaque appui. Et là, alors, l'anthrax, on a choisi 3 mètres. Voilà, donc en anthrax de 3 mètres, donc, parce qu'on ne savait pas non plus, comme les autres groupes, comment exactement répartir, s'il fallait que la longueur soit plus grande pour les 19 mètres entre les deux appuis. Et on a pris donc du béton, voilà, avec un module de 20 gigapascal. Et donc tout d'abord, on a réalisé le calcul à la main pour pouvoir, grâce à ces données qu'on a fixées, trouver la longueur D des pieux. Et donc pour ça, on a utilisé les données des essais au pénétromètre statique. Donc on a donc pris la valeur de QC qu'on avait donc traitée par avant dans la partie géologique sur les paramètres. Donc voilà, c'est ce qu'on a utilisé dans le tableau. On peut voir la valeur de QC. Et donc on a fixé un coefficient de sécurité de 2. Et on a également, comme l'anthrax est inférieur à 3 fois le diamètre, dans les choix qu'on a fait, on a également pris en compte les effets de groupe, où on a calculé le coefficient CE pour l'effet de groupe d'interaction entre les pieux. Et donc voilà, on a donc calculé à la main l'équation qu'on peut voir ici, afin donc de trouver la longueur D, qui était donc l'inconnu de notre problème, pour que donc la portance reprenne l'effort vertical. Et on a trouvé, donc, d'après ce calcul, que D devait être supérieur à 9,9 mètres, ce qui donne donc une longueur de 10 mètres, ce qui fait que donc on avait voulu placer les pieux dans la couche du calcaire compact, et finalement on trouve que les pieux sont en fait entre les deux zones, donc voilà, vers les 10 mètres, là où on passe du calcaire altéré au calcaire compact. Et puis prochaine slide. Et donc on a voulu essayer de vérifier un peu ces résultats grâce à la modélisation sur le logiciel Foxstar. Et donc ici, pour cela, on a essayé d'utiliser le module FondSup pour des fondations profondes. Et donc là, pour la modélisation des sols, on a également rentré les données des essais au pénétromètre, donc pour les valeurs de QC, les mêmes qu'on a utilisées pour le calcul à la main. Et là, on a donc donné les efforts axiaux à reprendre, et on a trouvé donc une longueur D de 13 mètres par la modélisation. Donc voilà, qui voudrait dire que nos pieux, nos groupements de pieux vont finalement dans la couche de calcaire pour le banc homogène. Et donc par conclusion, on voit qu'on a trouvé le même ordre de grandeur, au moins entre le calcul fait à la main, avec quelques simplifications par endroit, et la modélisation. Et donc voilà, on peut remettre sans doute en cause quelques hypothèses, parce que là on trouve quand même 3 mètres de différence. Mais au moins ça paraît cohérent. Et ensuite, donc prochaine slide. Et ensuite, donc pour la reprise donc, de l'effort transversal, et du moment, on n'a pas encore effectué de calcul à la main, mais on avait donc aussi sur Foxstar essayé de voir en fait un peu les déplacements grâce au module PICOF. Et donc là, on a appliqué donc les efforts en tête du pieu. On a cette fois pour la modélisation des sols, on a utilisé une loi PY, et on a renseigné les données qu'on avait dans notre rapport des essais au pressiomètre Ménard, donc le module EM et la pression PL étoile. Et au niveau des conditions limites, on pensait que comme le pieu était encastré dans la semelle, donc dans une semelle rigide, le groupement de pieux était encastré, qu'on mettrait un encastrement en haut et un bord libre en pointe, mais on n'était pas très sûr de si c'était les bonnes conditions à mettre. Et en fait, ce qu'on trouve avec ces données-là, c'est un déplacement de la flèche, donc le déplacement est d'un très petit ordre de grandeur, de 10-7 mètres, ce qui a paru étonnant. Et on avait un peu du mal à évaluer à quel point cette modélisation était fidèle, surtout qu'on n'avait pas encore fait le calcul à la main. Voilà.
Donc ensuite, l'étude de la consolidation. Donc on a regardé la consolidation au bout de 8 mois, qui était la limite fixée, et on obtenait 78% du tassement. On a considéré que du coup le tassement du sable et du remblai sont instantanés, et on cherche à accélérer le processus en utilisant des drains pour le tassement de l'argile. On a choisi du coup des drains cylindriques, et on a essayé de dimensionner le diamètre de ces drains et leur espacement. Donc pour cela, on a utilisé la formule de Carillo qui lie le tassement, la vitesse de tassement globale et celle verticale et radiale. Et on obtient pour un tassement vertical de 70% et on aimerait avoir un tassement total de 95%. Il nous faudra un tassement radial de 77%. Et ensuite, on utilise les formules donnant TR en fonction de DE. DE, ça va être l'influence des drains, enfin le rayon d'influence des drains. Delta D, ça va être la distance entre chacun des drains. Et D, ça va être le diamètre des drains. Et on utilise du coup l'ABAC suivant pour avoir nos résultats. Et du coup, en regardant chacune des courbes, on obtient à partir du U degré de consolidation les résultats suivants. Et on obtient à chaque fois des diamètres D qui sont importants même pour le diamètre le plus faible, et des distances qui sont très importantes de 20 mètres. Donc 20 mètres entre les pieux et entre les drains, et des diamètres de drains de plus de 20 cm. Du coup, je pense qu'il ne faut pas considérer les 8 mois complètement, faire le calcul en fixant une distance delta D et peut-être aussi un diamètre de drain, et voir au bout de combien de mois on atteint 95% ou 100%, comme il a été dit précédemment, histoire d'avoir des dimensionnements classiques et pouvoir encore accélérer le processus et pas se fixer les 8 mois comme ce que j'ai fait, et avoir comme nouvelle inconnue le temps de consolidation. Donc voilà pour les résultats qu'on a eu. Donc ça, c'est la bibliographie. Très bien, merci beaucoup. Alors, Hervé, de votre côté, votre micro est coupé. C'est bon là? C'est bon. Bon, vous avez à peu près compris le modèle géologique. Hydrogéologique, j'ai un peu plus de doutes, parce qu'il semblerait que, enfin vous me direz, hein, mais il me semblerait que vous avez confondu le niveau piézométrique de la nappe des calcaires avec la profondeur. Attention, le 5,2 NGF qui est marqué pour la nappe inférieure, la nappe des calcaires, c'est pas la profondeur, c'est sa pression hydrostatique. Donc à la limite, même en certaines parties, elle devrait être au-dessus du niveau du sol, quoi. Elle devrait remonter au-dessus du niveau du sol. C'est donc une pression hydrostatique. C'est une charge hydraulique. Oui. Ouais, une charge hydraulique. Donc faites attention, parce que j'ai pas eu l'impression que dans votre schéma vous ayez compris ça. Donc effectivement, il y a le risque que la nappe inférieure déborde dans la nappe supérieure à cause de sa pression. Donc ça, j'aurais voulu en être sûr. Mais réfléchissez bien là-dessus. Pour ce qui est de l'environnement, donc de la qualité des eaux, alors vous avez fait un peu l'impasse. Hein. Vous avez, bon, j'ai pas une description ou un diagnostic très clair de la charge en pollution. Vous auriez pu un peu en parler. Hein, c'est quand même cette concentration d'hydrocarbures qui est assez grande, surtout dans la nappe inférieure. Et puis, qu'en faire de cette eau? Parce que même lors de forage de pieux ou de forage des drains, vous allez retirer de l'eau, vous allez pomper pour l'eau provenant du tassement des argiles. Quid? Qu'est-ce que vous allez en faire? Donc là, vous avez fait une impasse. Je vous demanderais de développer un peu. Hein, il existe des solutions modulaires, etc. pour les chantiers. Donc creusez un peu ça.
Vous voyez, au niveau des fournisseurs locaux, il y a des solutions. Donc là je vous demande une petite analyse de cette pollution et puis essayer de développer quand même une solution de traitement des eaux. Ça manque complètement dans votre exposé. Bon, pour le calcul du maillage des drains, j'ai d'énormes doutes, mais je vais laisser M. Cuirat en parler. Vous n'avez pas l'air de savoir ce que c'est le rayon d'influence d'un drain. À 7 mètres, vous pouvez toujours y aller, hein, même 20 mètres, alors là, j'en parle même pas. Donc, essayez de revoir ce point-là, parce que là, je pense que vous êtes en dehors des clous, mais M. Cuirat en parlera plus que moi. Voilà, je lui cède la parole. D'accord. Vous pouvez remettre la présentation parce que j'ai repéré un peu les diapos là. Comme ça, le support. Il faut que je le remette. Okay. Donc là, si on regarde juste là où vous parlez de tassement la première fois, donc en l'occurrence, vous calculez le tassement avec quelle méthode? Parce que c'est pas très clair en fait. Donc vous évaluez des modules Odo, et en même temps on voit arriver la solution. Donc pour la couche d'argile, c'est clairement avec la solution odométrique, la solution, l'approche odométrique, c'est ça? C'est ça, c'est en fonction de la couche. J'ai fait Remblai sable avec Odo et la couche d'argile, j'ai fait avec l'autre. Ok, donc c'était juste pour être sûr. Ok, d'accord. Pour les drains, je sais que notre distance est immense à cause de CR, Qu'est-ce que vous avez pris comme CR radial, et il vaut 10-6 dans les résultats qui sont donnés dans les rapports. Et c'est vraiment extrêmement important. 10-6. Non, c'est on a ça dans les rapports. Dans tous les rapports, ils parlent de 10-6. Dans les résultats des essais. Dans les résultats des essais. Ouais, dans les résultats des essais. Vous remarquerez que dans l'extrait de l'analyse géotechnique, je pense que j'ai dû vous mettre une indication sur le CR, sur CV. En l'occurrence, je pense que j'ai dû retenir peut-être 5 ou 10, mais pas plus. Et effectivement, dans les essais qui ont été réalisés, dans ce que vous dites rapport, je pense que vous faites référence aux essais odométriques. Ouais, en fait, il y a des essais qui montrent un rapport de 100 entre le CR et le CV. Mais ça, je pense que c'est un essai raté. D'accord ? Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est... J'ai pas compris, j'ai moyenné les essais et je trouve donc c'est pour ça. 10.6 et du coup, ça donne des résultats aberrants. Oui, ça vient de là. Donc c'est parce que le CR est très élevé. Parfait. Donc ce que vous pouvez faire, regardez par exemple dans la bibliographie si vous pouvez trouver des indications, en l'occurrence le fascicule que je vous avais mis sur EducNet, qui traite de la consolidation des sols. Il en parle. Et essayez d'argumenter votre choix en référence à des choses qui sont écrites par ailleurs en disant normalement dans des terrains de type vase, etc., les rapports entre le CR et les CV n'excèdent jamais 10. Donc ça, si vous pouvez argumenter là-dessus et retenez donc une valeur donc ça veut dire que vous ne pouvez pas retenir la valeur de 100 qui est indiquée dans certains essais. Donc c'est ce qui permet d'éliminer au fait certains résultats d'essais. D'accord ? D'accord. Et donc ensuite, les calculs de stabilité qui ont été présentés, donc calculs au grand glissement, il faut être sûr que la couche d'argile est modélisée correctement. Il me semble je pense avoir aperçu un phi associé à un C dans les sorties là, donc c'est CU qu'il faut mettre et quand on met CU, c'est phi égale à 0. Donc il faut être sûr d'avoir, donc ça s'adresse à tout le monde, donc le calcul de stabilité au grand glissement. À court terme, c'est en condition drainée, c'est phi égale à 0, CU égale à CU. Donc là, OK. Et ensuite, dans les calculs de pieux, donc les calculs de portance, là, il me semble que ce que vous avez présenté, donc la démarche me paraît bien, à mon avis, il n'y a pas d'erreur. Après, la sécurité de 2, ça c'est une approximation, je pense que l'approximation est là. Et alors que quand vous faites des calculs avec des logiciels, donc c'est FontProf en l'occurrence que vous avez utilisé juste après, en fait la sécurité est un peu plus grande que 2. En fait. C'est 2 sur le frottement et 3 à peu près sur la pointe. Donc en page 14, ce que vous voyez en page 14, la remarque que je veux faire, en diapo suivante, voilà,
Ici, j'ai pas le calcaire sain, je ne sais pas avec quoi vous l'avez modélisé. Donc, vous dites que vous avez utilisé la méthode CPT, mais il n'y a pas d'essai CPT dans le calcaire. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mis, au fait. Donc, c'est pour le calcaire, pour le banc compact? Oui, même pour le banc altéré, il n'y a pas de CPT il n'y a pas de résultats QC, de valeurs de QC qui sont données. Alors, c'est qu'on a dû faire une mauvaise interprétation des résultats de l'essai. Parce que les essais, ils s'arrêtent tous, dès qu'ils atteignent le calcaire, il y a un refus, quoi. Donc, le calcaire altéré déjà. Ah oui, d'accord, donc on a mal lu Ouais, donc à un moment, il ne dépasse pas le calcaire, en fait. Ouais, mais sur la découpe là, ça serait. Je sais pas, c'est étrange que qu'il y ait c'est étrange qu'on ça a l'air ait- d'avoir une nouvelle mais- couche ici. Il doit Ouais, mais rentrer c'est un peu dans étrange. l'altéré quand même. Non, à mon avis, ça, c'est la couche d'argile, peut-être. À mon avis, au fait, c'est pas possible d'avoir plus de résistance dans les argiles. Ah, ça, c'est les sables. D'accord, non, Parce attends, qu'il y a d'abord le remblai, puis l'argile qui arrive, une fine couche de sable et autre chose. Ouais, donc ça, c'est à mon avis, c'est toujours le sable, au fait. C'est encore une frange sableuse, mais c'est pas vraiment du calcaire altéré. D'accord? D'accord. Mais après, si vous me dites que c'est ça ce que vous avez retenu comme profil de QC, c'est sécuritaire, c'est très bien, ça va bien. Mais c'est pas le calcaire sain à ce moment-là, vous n'avez pas de QC. La valeur est très très élevée. D'accord? Donc dans le calcaire altéré, ça va, mais le calcaire compact, il n'a pas été. Là, c'est ce qui correspond au refus à moins 3. C'est dans le calcaire compact, la valeur n'est pas mesurable, c'est pas 6. D'accord? D'accord. Ok, je comprends maintenant de ce que ça vient. D'accord. Et puis après, si on va un peu plus loin, dans les calculs de pieux sous charge transversale, donc je m'attarde là-dessus parce que ça va servir à d'autres qui souhaiteraient faire des calculs sous Foxta. Donc si vous affichez là le diapo où il y avait le calcul à 10-7 là, de mètre de flèche. Alors c'était juste après, voilà. C'était ça. Et donc, en l'occurrence, au fait, ce que vous avez fait, donc là, je pense que le raisonnement est correct, c'est de dire, finalement, les pieux sont encastrés dans la semelle, qu'est-ce que je mets comme condition limite? Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on isole le pieu. Donc, si on vient mettre un appui qui correspond à un blocage d'encastrement, un blocage de déplacement et de rotation en tête de pieu, si vous mettez une charge au niveau de cet appui, le pieu ne peut pas se déformer. Si vous prenez une poutre, par exemple, sur 2 appuis, que vous mettez la charge directement sur un des appuis, la poutre ne travaille pas. Donc, au fait, ce qu'il est en train de vous dire, le calcul, c'est que le pieu ne travaille pas. Toute la force que vous avez mise a été reprise par l'appui. D'accord? Ce que signifie la condition d'encastrement de pieu dans une semelle, ça veut dire que la semelle est capable de transmettre un moment et de transmettre une force. C'est tout ce que ça veut dire, en fait. En fait, nous, on fait la coupure sous la semelle. Et sous la semelle, si je fais une coupure avec un pieu qui est encastré dans la semelle, qu'est-ce que je devrais trouver? Je devrais trouver une force, un effort tranchant, ce que j'appelle une force, et un moment fléchissant. Et c'est bien ce que vous avez introduit dans le modèle, il me semble. Vous avez introduit un moment fléchissant et un effort tranchant. C'est ça la condition d'encastrement. Donc il ne faut pas rajouter une condition de blocage en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'accord. Oui, je comprends bien. Merci. Donc, en fait, c'est ça l'idée. Et après, ce que veut dire, je rappelle ça quand même, c'est que ce que veut dire un pieu encastré dans une semelle, ça veut dire que le pieu et la semelle se déplacent de la même manière. Ça ne veut pas dire que le déplacement du pieu est nul. Voilà. Et ça veut dire aussi, un encastrement, ça veut dire que le pieu et la semelle ont la même rotation, mais elle n'est pas nulle. Et donc, on récupère, on fait une coupure en tête du pieu, on récupère les efforts qui sont transmises par la semelle, et puis c'est avec cela qu'on fait le calcul. Donc en fait, dans le calcul, je pense qu'il y a la seule chose à changer, c'est d'enlever les conditions de blocage ou les conditions d'appui. Donc vous mettez que les H&M, d'accord? Donc c'est ce même modèle-là qui devrait servir. Donc là aussi, je ne le vois pas. C'est curieux au fait que personne n'a regardé ça. Il y a toujours le jet Z à prendre en compte. N'oubliez pas le jet Z. Donc s'il vous reste des tassements à acquérir, s'il vous reste évidemment des tassements à acquérir après avoir mis en place les pieux, il y a des jets Z, il y a un effet de poussée latérale à prendre en considération. Mais effectivement, si vous estimez qu'avec vos drains, tout est consolidé au moment de réaliser les pieux, il n'y a pas de jet Z, il n'y a pas de frottement négatif à prendre en compte, évidemment.
OK. Monsieur, j'ai juste Oui. une question. Oui, vous avez oui. dit que sur Talren, pour le grandissement, il fallait considérer phi nul, c'est ça? Bah, pour la couche d'argile, si on la modélise comme étant de comportement non drainé, c'est phi égale à 0 et c égale à cu. D'accord, ok. Voilà. Donc, et ça, c'est non drainé. Après, il y aura toujours à vérifier, mais ce n'est pas dimensionnant, le calcul en conditions drainées. Et ça, c'est avec phi prime et c prime. Mais ça ne sera pas dimensionnant, ça. D'accord? Ouais, merci. Et pour les calculs, voilà, puisqu'on en parle, les calculs Talleyrand, il y a deux coupes, enfin, il y a deux coupes à faire. Il y a une coupe transversale, c'est ce qui a été présenté là par le mini-groupe 4. Et puis, il y a une coupe longitudinale, mais je pense qu'elle ne sera pas dimensionnante, la coupe longitudinale, parce que la pente, elle est peut-être un peu plus douce. Mais en tout cas, en toute rigueur, il faudra regarder les deux coupes. D'accord ? Très bien, on peut passer au groupe suivant. Donc, c'est le groupe... Alors, qui n'a pas encore parlé? Donc, le groupe suivant, c'est le groupe 6. Oui. Donc, Anas et Omar, c'est ça? Anas, Omar et Eman. Eman, voilà. Donc, vous êtes toujours 3? Oui. Très bien, allez-y. Alors, on va présenter notre avancement du projet jusqu'à maintenant. Comme plan, on a distribué le plan suivant les questions proposées dans l'énoncé. On commence par une analyse géotechnique, environnementale, géologique, hydrologique. Et ensuite, on va étudier la stabilité de la plateforme. Ensuite, on va étudier son tassement. Ensuite, le drainage. Et pour finir, on va finir avec le dimensionnement et la vérification des fondations. Alors, pour la géologie, on distingue 5 couches. Une couche d'argile compressible peu surconsolidée, en sandwich entre 2 couches de sol granulaire et un substratum de roche calcaire dont la partie supérieure est altérée. Alors, il faut noter que les épaisseurs sont assez variables sur l'étendue qui est relativement grande. Du coup, on a pour les épaisseurs qu'on a retenues sont les épaisseurs les plus proches de l'ouvrage d'art provisoire, ce qui est ce qui nous a paru le plus logique. Ensuite, pour l'approche géotechnique, l'analyse géotechnique, on s'est basé sur plusieurs essais. On a essayé d'analyser quelques essais, notamment le sondage carotté qui nous permet d'obtenir la teneur en eau, le sismomètre qui nous permet de recalculer le CU et de le vérifier, l'odomètre qui nous permet de relever les valeurs de E0 des contraintes dans le sol. Et par contre, le pénétromètre a été un peu plus délicat à lire et à relever les valeurs parce qu'il y a une forte variabilité. Et sinon, pour le pressiomètre, il n'y avait pas d'essai de pressiomètre, donc on a uniquement repris les valeurs qui s'étaient données dans l'analyse géotechnique. Alors, on a essayé autant que possible de prendre des valeurs les plus précises, sinon on se place toujours du côté sécuritaire. Et on remarque aussi qu'on a eu besoin de certaines données, notamment pour l'implémentation des paramètres dans les logiciels, et on était obligé de considérer des valeurs arbitraires. Alors, pour déterminer le niveau de la nappe dans le sol, on s'est basé sur l'utilisation des échantillons prélevés des sondages carottés. On utilise le SC1 vu qu'il est placé presque au milieu de la plateforme, et donc ça permet de relever le niveau moyen de la nappe. Et donc, à partir de l'analyse de la courbe de la teneur en eau, qui est la masse de l'eau sur la masse des granulats, on a remarqué une augmentation de la quantité des eaux à partir d'une profondeur de 2,5 mètres sur une épaisseur de 5 mètres, et puis une deuxième augmentation à une profondeur de 7 mètres. Alors, on a tiré comme conclusion qu'on a 2 nappes, une nappe superficielle de la saturation des remblais et une nappe captive profonde qui est située sur une couche imperméable. Et donc, dans le cas d'utilisation des fourrages, pour par exemple implanter des drains, on aura de l'eau qui remonte vers la surface. Suivant. Alors, pour évaluer si les eaux de la nappe sont polluées, on a utilisé le rapport qualité des eaux souterraines,
qui s'est basé sur des inspections par 2 piézomètres à 3 mètres et à 24 mètres. Et on a tiré les résultats suivants. Au niveau des deux nappes, on constate la présence de nombreux polluants comme les hydrocarbures, les HAP et les HCT, et la présence des composés organiques et présence d'un risque de migration de cette pollution vers des couches non polluées. Alors, pour traiter ces eaux qui sont fort impactées par des hydrocarbures, on a proposé d'utiliser un filtre de charbon actif pour dépolluer les eaux aspirées lors de la phase de drainage avant de les rejeter dans le réseau pluvial. Aussi, pour résoudre le problème de migration de la pollution, on traite la pollution superficielle. On propose le dispositif d'une extraction double phase, qui est un procédé de traitement physique in situ par extraction des phases liquides et gazeuses des sols. Suivant. Ensuite, pour la stabilité du talus au poinçonnement, premièrement, on commence par calculer la charge au niveau de la couche d'argile, parce qu'en fait, on a considéré que la couche d'argile possède la pression limite la plus faible, et on s'est dit que ce serait la couche la plus dimensionnante vis-à-vis du poinçonnement. Du coup, on calcule la charge au niveau à une profondeur de 2 mètres, c'est-à-dire au niveau de l'argile environ, et on calcule la pression, la charge limite, le Q limite à court terme et à long terme. Et on calcule nos coefficients qu'on trouve environ F à court terme à 2,2 et à long terme 14,5. En fonction du coefficient minimal considéré, on peut dire que la stabilité au poinçonnement est vérifiée. Ensuite, on a étudié la stabilité au grand glissement avec Talreen. Et on remarque qu'on a uniquement étudié, ici, on a uniquement exposé le cas du non drainé parce que c'est le plus dimensionnant et c'est le critère principal. Et on a distingué 2 cas avec la charge répartie d'exploitation et sans la charge. Et pour les caractéristiques, on a pris une cohésion dans le remblai de 1 kPa, un phi comme donné dans les données, le CU des argiles, et le phi, le phi des argiles, on a été obligé de le considérer à 20 degrés, mais après considération, je pense qu'il faut le prendre à 0. En fait, on remarque ici dans le schéma de rupture que c'est une rupture principalement due à la cohésion très faible des remblais. Et si on a fait quelques essais, et si on augmente la cohésion à quelques kilopascales, environ 5 kilopascales, alors le coefficient de sécurité passe à 1,5, largement sécuritaire. Pour le calcul du tassement, on a fait quelques hypothèses. On suppose que le problème du tassement est lié principalement au tassement de la couche d'argile, située à une profondeur de 2 mètres. Et aussi, vu que la plupart des essais ont été réalisés sur une profondeur qui est proche de 5 mètres, on a supposé que les propriétés déterminées en analysant ces essais sont valables à mi-couche de l'argile, et donc à une profondeur de 3,75 mètres. Aussi, on a une argile surconsolidée et on admettra une diffusion de contraintes selon une pente de 1 H2V dans la couche du remblai et dans la couche d'argile. Suivant. Pour le calcul de la surcharge apportée par le remblai de renforcement, on suppose que son poids volumique est égal à 16 kN par mètre au cube. On utilise la bague de Stubble pour calculer les contraintes ajoutées au niveau de l'axe du remblai. Et on trouve delta sigma est égal à 107,2 kPa, ce qui correspond à un tassement total de l'ordre de 26,9 cm. Suivant. Pour la consolidation du sol, on trouve qu'on atteint 90% du tassement total après 2 ans, ce qui est énorme vu la durée et les contraintes du site. On calcule la consolidation du sol après 8 mois, car c'est à ce moment-là où on va construire les fondations profondes. On trouve qu'il nous reste 10,7 cm et cela dépasse le tassement des pieux et donc on aura une mobilisation du frottement négatif. On calcule ensuite le tassement à 10 mois. On trouve qu'il nous reste 9 cm du tassement
et ça dépasse la contrainte du site qui impose un tassement maximal de 5 cm en phase d'exploitation. Vu qu'on a une charge d'exploitation de 10 kPa qui s'ajoute après 10 mois, on calcule le tassement engendré par cette force et on trouve que c'est 1,5 cm. Donc au total, on a 11 cm en phase d'exploitation, ce qui nécessite un dispositif d'accélération. Suivant. On a essayé de vérifier les calculs avec Optom G2, qui est un logiciel de calcul en éléments finis, destiné à la modélisation géotechnique. On trouve un tassement total de 29,6 centimes, mais on se trouve souvent face à des choix arbitraires de paramètres. Parfois, ces derniers sont assez peu influents, mais parfois certains paramètres se trouvent déterminants et rendent l'interprétation des résultats difficile. Voilà. Suivant. Alors, pour les drains, vu qu'on ne veut pas dépasser les 5 cm de tassement en phase d'exploitation, c'est-à-dire après 10 mois, il nous faut au moins un taux de consolidation de 82%. C'est pour cela qu'on opte pour des drains de diamètre 20 centimes, espacés de 15 mètres pour un maillage carré. On note que pour le TR est très sensible à la valeur de CR. Et du coup, en moyennant, on a pris le CR min qu'on a trouvé, c'est 1,5310-6. Et le rapport CR sur CV nous donne 25,5. Donc, ce qui est bien compris entre 10 et 50 données dans le rapport géotechnique. Donc après l'utilisation des drains, on aura un tassement de 4,6 cm en phase d'exploitation et toujours on aura des frottements négatifs.